C'est-à-dire qu'ils sont dans le déni. Eux-mêmes sont dans le déni, qu'ils sont en quête de liberté. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus dans les pays occidentaux qu'il n'y a pas dans les pays musulmans? C'est-à-dire c'est cette liberté d'être. Et eux, on va dire entre guillemets, se mentent à eux-mêmes. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu découpes. Petite vidéo aujourd'hui sur Fred de Marseille. Bien sûr, c'est un homme qui est sur TikTok. Il était dans un live, donc c'est l'extrait d'un live qui dure 10 minutes où il parle avec un maghrébin. C'est plutôt intéressant parce qu'ils abordent une question que Jean Messia avait soulevée pour ceux qui s'en rappellent. C'était pourquoi les musulmans viennent en France? Est-ce qu'il y a une crise masochiste? J'en sais rien, puisque pour le coup, ils vivent l'islamophobie ici, mais ils viennent ici. Donc, à un moment donné, pourquoi aller dans un endroit où tu souffres? Certains disent, oui, mais c'est pour fuir l'endroit où ils souffraient. Mais pourquoi vouloir amener cette culture de souffrance dans un autre endroit où justement tu es censé être libre de cette souffrance? Est-ce que tu cherches à souffrir de nouveau? Il y a tellement de points à prendre en compte, tu sais, ce qu'ils subissent, ce qu'ils font subir à l'endroit où ils sont, et ce qu'ils cherchent à ramener, qu'ils ont toujours connu pour pouvoir vivre dans ce contexte. Un contexte qu'ils ont fui. Est-ce que ça fait sens? On va essayer d'aborder la question d'une certaine façon. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Moi qui suis un immigré algérien, je me posais la question pourquoi les migrants musulmans fuient-ils vers des pays chrétiens? C'est-à-dire que ils ne vont jamais en Arabie Saoudite, au Qatar ou à Dubaï, pourtant qui sont des pays très riches. D'ailleurs, même les stars et culturellement plus proches voilà, que l'Occident et les pays chrétiens, oui. Des influenceurs, etc. Alors moi qui suis et culturellement plus proche voilà, que l'Occident et les pays chrétiens, oui. Des influenceurs, etc. D'ailleurs, Oui. eux-mêmes déménagent là-bas. Oui. Pourquoi, du coup, eux ne recherchent pas comment dire, cette relation avec un pays, voilà, Oui. qui est lui. Et quelle est ta réponse? Parce que tu es mieux placé que moi pour y répondre. Alors pour moi, parce que au fond, ils sont plus en quête de liberté que de fuir une misère. C'est-à-dire que l'islam, attention, sans se montrer directement, mais influe dans les lois du pays, dans les façons de vivre, etc. Et ça régit ta vie totalement. Oui. Et que Donc ça voudrait dire que l'islam aujourd'hui pèse sur les consciences, pèse sur la population, agit à un point où les gens se sentent limités dans ce qu'ils peuvent faire, voire même cette démocratie n'existe pas du tout, avec l'islam en fait qui est à la tête de tout. Donc du coup, les personnes aujourd'hui fuiraient cela pour pouvoir trouver autre chose. Mais comme je l'ai dit juste avant, il y a toujours ce problème de la personne qui, lorsqu'elle va dans un pays, en plus occidental hein, pour le coup, au lieu d'aller dans un endroit, comme il l'a dit, où il y a cet islam qui perdure, vont essayer de ramener l'islam dans cet endroit occidental. Pourquoi faire? Puisqu'en fin de compte, tu l'as fui. Tu as fui la misère que cela a engendré. Parce que moi, je pars du principe qu'à partir du moment où la personne est à l'islam, ben elle a tout. Elle est bien, elle est à l'aise. Tout ce qu'il lui faut, c'est son Dieu. Même si elle se retrouve à mourir de faim, j'ai envie de te dire, tant qu'elle a son Dieu, tout va bien. Pourtant, il y a une incohérence, il y a des personnes qui recherchent quelque chose de plus que visiblement leur Dieu ne peut pas leur donner. Et ils vont le chercher en Occident, dans un endroit où justement, leur Dieu n'est pas la base justement de cette histoire et de cette population. Donc, pourquoi? On poursuit. Donc là, tu parles dans les pays théocratiques islamiques. Donc dans les pays théocratiques islamiques, c'est l'islam qui gère ton quotidien, c'est ce que tu veux dire. Et donc ces gens viendraient en France ou en Occident, en tout cas dans des pays chrétiens, pour dire d'avoir plus de liberté. Est-ce que j'ai résumé? Exactement. Alors comment tu expliques, comment dirais-je, cette population nombreuse, de plus en plus nombreuse issue de l'immigration, qui vient et qui veut imposer l'islamisation là où elle la fuit? Alors, j'ai une réponse à ça. Malheureusement, ils ont été endoctrinés dès la naissance. Moi, ce que je dis toujours, en tant qu'ex-musulman, j'ai perdu beaucoup en quittant l'islam.
et dont mes parents d'ailleurs. Mais autant qu'ex-musulman, je me suis dit, mais au fond, en fait, le musulman est un individu à part entière, à qui on a fait un lavage de cerveau dès la naissance. Pour les garçons, ça va jusqu'à on va dire, la mutilation d'une partie de leur corps, voilà, au nom de cette idéologie. La circoncision. Voilà. Et par amour pour, on va dire, nos parents et par, on va dire, sécurité de la communauté, entre guillemets, on se réconforte, on s'efforce à croire. Ouais. Et on peut le dire, hein, tu sais, l'amour, comme il l'a énoncé, de la communauté et des parents, c'est quelque chose de tellement vicieux à tel point que aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi en Afrique subsaharienne et même en France, hein, tu sais, parmi des Caucasiens, quand c'est très très ancré et que la personne se sent littéralement redevable parce qu'à un moment donné elle a grandi justement dans cette atmosphère et cet environnement où on lui a fait comprendre qu'elle devait rendre l'appareil parce que les parents lui avaient donné la vie, mais c'est presque vicieux puisque pour le coup l'enfant grandit dans ce schéma où ce qu'il veut faire sera systématiquement secondaire et que ce qu'il doit faire, c'est faire plaisir à ses parents. Donc ça veut dire que si à un moment donné, il tombe sur des parents totalement décérébrés, dans le sens où le parent aujourd'hui cherche à vivre une vie qu'il n'a pas vécue lui-même, mais qu'il chercherait à vivre à travers son enfant, donc ça veut dire que l'enfant lui-même va faire en sorte d'essayer d'avoir l'approbation de ses parents à travers tout ce qu'il fait et finira par être malheureux. Donc, il y a quand même quelque chose de vicieux, tu sais, sur l'aspect dans le cercle familial et voire même sur l'aspect identitaire où on a toute une communauté qui essaie de voir la même chose et cette pression qui joue énormément sur les enfants pour qu'ils puissent correspondre à une vision et à une idée. Donc ça donne un peuple qui a l'air extrêmement soudé, mais en fait on a juste des personnes qui sont littéralement lobotomisées. C'est quand même assez dramatique. Et lorsque vous avez cette culture qui s'étend de plus en plus en France, forcément, hein, là où nous, on a une vision, je dirais, un peu plus libre, ouais, je fais ce que j'ai envie ou autre, mes parents sont pas spécialement satisfaits du cursus scolaire ou académique que j'ai suivi, mais c'est pas grave. Enfin, nous, tu sais, on est un peu plus libre. Donc, lorsqu'il y a confrontation par rapport, par exemple, à mes choix et les choix de la personne, il y a friction. Parce que la personne n'arrive pas à prendre en compte le fait que j'ai à un moment donné dans ma vie considéré l'idée que j'allais faire un choix qui me plaît et qui déplaît. Et cette personne partira du principe que non, pour elle, tu dois faire un choix qui plaît aux autres, même si ça te déplaît. C'est galère, hein, c'est compliqué. Alors, on poursuit. Alors, tu as quel âge, Sabri? J'ai 36 ans. 36 ans. Qu'est-ce qui t'a fait quitter l'islam? Qu'est-ce qui t'a fait ouvrir les yeux? Parce que là, donc, t'es apostat, comme on dit. Oui, voilà, bah, Hein? écoutez. Donc, qu'est-ce qui t'a ouvert les yeux d'un coup, là, du jour au lendemain, tu as quitté la religion et pourquoi? Bah, franchement, ça va être simple, hein. Je veux dire, à l'âge de 30 ans, moi, je suis né en Algérie, je suis arrivé en France en 2001. Ouais. Donc voilà, j'avais 11 ans, je suis né en 90. Et je veux dire, on m'avait parlé, on va dire, de la France en bien et en mal. C'est-à-dire que la France est un pays auquel on peut vivre correctement. Mais malheureusement, il y a des koufars, comment dire, entre guillemets, des non-croyants. Voilà. Et du coup, arrivé en France, j'ai été confronté à la réalité qui est que les personnes qu'on décrivait comme mauvaises étaient les personnes les plus, on va dire, les plus sympas que j'ai connues, et les personnes qui me ressemblaient étaient elles les plus mauvaises. Du coup, j'avais ce contraste-là, mais c'est-à-dire que tu t'estimais mieux accueilli par les Français dits de souche que ta propre... Clairement. Bah, je vais être sincère avec vous. Les seules fois où on m'a volé dans ma vie, c'est par quelqu'un qui me ressemble. Les seules fois qu'on m'a trahi ou fait quelque chose, c'est par quelqu'un qui me ressemble. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose on va dire de entre copains, bah, c'est quelqu'un qui me ressemblait. Et jamais de ma vie, bien au contraire, que j'ai été, on va dire entre guillemets, mis à mal par quelqu'un de pure souche. Voilà. D'accord. Et c'est énorme ce qu'ils viennent de dire. Et parce que faut prendre en compte quand même une chose. Il a quand même cette capacité, ce recul, pour pouvoir prendre en compte la situation telle qu'elle. Parce que si lui l'a vécu,
Et ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire hein, chez les Maghrébins. D'ailleurs, il y a même une vidéo où tu as un mec qui est parti, il est parti, je crois, sur un pèlerinage ou je sais pas quoi, là, bref. Il est parti avec d'autres Maghrébins, d'autres musulmans, dans un endroit sacré, et le mec, il avait fait une vidéo pour dire qu'il s'était fait voler. Il s'attendait pas à se faire voler dans cet endroit sacré, puisque quand tu es là-bas, t'es pas censé avoir ce genre d'idée-là. Pourtant, il s'est fait voler par son propre frère. Bien sûr, je ne dis pas que les Caucasiens entre eux, ils ne se volent pas, mais bizarrement, on entend beaucoup plus d'histoires qui proviennent justement de cette communauté, les Maghrébins, et tu as même des Maghrébins eux-mêmes qui s'en plaignent, que des Caucasiens qui se plaignent de s'être fait voler par d'autres Caucasiens. En général, quand ce sont des vols autres, c'est plus des arnaques de plus grande envergure. En général, c'est de ça dont il s'agit. C'est pas, oui, il est venu et il m'a volé mon argenterie. Bon, voilà. Et pour le coup, quand on constate ce genre de choses-là, il est quand même intéressant de voir qu'il est capable quand même d'avoir ce recul et d'admettre cela. Là, c'est clair, après ce qu'il a dit, il serait considéré comme, pour le coup, un traître. Mais au moins, il a ce courage, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est quand même courageux aujourd'hui quand il y a cette pression-là, surtout dans cette communauté, elle est quand même énorme, et d'être capable de dire la vérité et de prendre le risque de se mettre toute sa communauté, voire même une famille, sa propre famille à dos, c'est quelque chose. Parce que pour le coup, nous, on a cette mentalité qui fait que peut-être qu'on a cette facilité, tu sais, à dire les choses pour beaucoup et à se mettre n'importe qui à dos, mais quand tu grandis dans un univers, une atmosphère où tu as toujours connu cela, c'est très compliqué en fait de s'en extirper pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. On peut lui accorder quand même un certain courage par rapport à ça. Alors on poursuit. D'accord, ok. Et donc ce sentiment, je suis pas sûr d'avoir eu toute ma réponse, mais tu dis que l'immigration qui vient dans des pays chrétiens, l'immigration musulmane qui vient dans des pays chrétiens, c'est pour avoir plus de liberté. Comment tu expliques donc qu'ils cherchent à islamiser le pays chrétien dans lequel ils arrivent? S'ils fuient le pays théocratique régi sous le Coran, ils veulent plus de liberté en venant en Occident, mais d'un autre côté, ils veulent faire un copier-coller du pays qu'ils ont quitté. Comment tu l'expliques ça? Bah alors, je vais l'expliquer j'essaie, en tout cas, j'essaie hein, de donner Oui. ma vision des choses. C'est-à-dire qu'ils sont dans le déni. Eux-mêmes sont dans le déni, qu'ils sont en quête de liberté. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus dans les pays occidentaux qu'il n'y a pas dans les pays musulmans? C'est-à-dire c'est cette liberté d'être. Et eux, on va dire entre guillemets, se mentent à eux-mêmes. Et c'est-à-dire que c'est un déni je sais pas comment dire, qui C'est est une dissonance cognitive, quoi. une C'est-à-dire dissonance que, cognitive, exactement. voilà. C'est-à-dire que ceux qui veulent nous dire, il nous faut la moralité d'Allah, etc., parce que dans l'Occident, il y a de moins en moins de moralité, puisque la religion s'est effacée au fil du temps, au fil des siècles, la religion chrétienne. Donc, en fait, ils veulent nous faire croire que la moralité du Coran et toutes les lois qui en découlent sont une bonne chose pour l'Occident, sauf que si demain on vit à la mode théocratique islamique, ben, les libertés qu'ils ont aujourd'hui, ils les perdront. J'irai même plus loin. Ils veulent la moralité d'Allah, mais ils ne se rendent même pas compte que même ils l'enfuient. À un moment donné, comme je l'ai dit, si Allah est amplement suffisant pour toi, peu importe la situation par laquelle tu passes, à un moment donné, tu pars du principe que ce n'est qu'une épreuve d'Allah et qu'en finalité, la récompense, tu l'auras dans l'au-delà. Mais bon, apparemment, ça ne semble pas leur suffire parce que au plus profond d'eux, ils aspirent à autre chose. Et comme je l'ai dit, ça montre, en fait, cette gangrène qu'il y a qui fait que beaucoup aujourd'hui essayent de filer au pas, mais lorsqu'ils ont eu une seule occasion en fait de s'extirper de tout cela, ils l'ont fait. Je pense que beaucoup de Maghrébins en fait sont à l'aise en France et même apprécient beaucoup plus la France qu'ils ne seraient capables de l'admettre. Beaucoup aujourd'hui qui ont systématiquement ce besoin d'ériger le drapeau pour montrer à tous les Français que oui, je suis algérien, je suis ci et tout. Bon, dans leur plus profond de leur être, sont beaucoup plus attachés à la France qu'autre chose. Et de toutes les façons, c'est assez facile à voir. Quand tu dis au mec, mais retourne là d'où tu viens, le mec, il va te sortir toutes les excuses imaginables. Oui, vous nous avez fait ça pendant l'esclavage. Enfin, pas l'esclavage. Lorsque vous êtes venu en Algérie. Oui, vous nous avez fait souffrir. Il y a de l'islamophobie. Je peux pas laisser mes frères tout seuls. Bref, le gars pourrait te sortir tout un tas d'excuses et de prétextes, mais la réalité, c'est qu'il ne veut pas partir parce qu'il se sent bien ici. Le mec,
il joue les Algériens, pour certains, il joue les Marocains ou autres, mais la réalité, ce n'est qu'un Français parmi tant d'autres, et encore. Un Français parmi tant d'autres. Un Français qui est quand même accroché au crime et délit, qui est dans ce délire, parce qu'en fin de compte, il a un problème d'identité, il est en recherche constante. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, on a énormément de personnes qui ont ce besoin, en fait, de ressortir le drapeau, presque de façon automatique, comme s'il avait un problème, comme s'il avait besoin qu'on lui accorde une approbation sur son identité. Alors que nous, on s'en fout, mec. Tu te prends pour un Algérien, c'est toi. Tu te prends pour un Français, c'est toi. Mais pourquoi avoir besoin de... Ouais, c'est la fierté. Fierté de quoi? Si tu es fier dans ce cas-là, tu en es conscient. Pourquoi avoir besoin de le montrer? Tu attends une validation de notre part. Fait, pourquoi faire? Et ce genre de comportement, c'est un comportement qui ne fait pas sens. Je prends le Français. Le mec, il va sortir son drapeau lorsqu'il aura gagné quelque chose. Admettons, il y a eu un match de football. Paris a joué, la France a gagné. Ben, à un moment donné, il va sortir son drapeau. Ça fait sens. C'est un moment, c'est un événement, c'est particulier. Ça n'arrive pas tout le temps. Il en profite. Il y a un événement, il y a un jour férié, il y a une commémoration. Ok. Mais subitement, comme ça, je sais pas, on est dimanche. Le mec, ouais, si je vais sortir, il met sa musique, je sais pas, maghrébine ou autre, algérienne, enfin, qui renvoie à cette culture, et boum, le mec va placarder, va afficher sur la vitre, ou voire même baisser la vitre et le montrer à tout le monde. Ah, pourquoi faire? Ok, tu peux le faire, mais ça t'apporte quoi? Tu vois des inconnus, tu leur montres, oui, je suis attaché à ce drapeau, mais c'est un inconnu, le mec. Tu crois qu'il va faire quoi? Ça n'a pas de sens. Oh, bref. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que pour le coup, c'était pas mal. Vous me dites si je fais la suite de l'extrait, parce que je le garderai de façon là. Mais, je l'ai dit, hein, je pense que c'est un sujet que j'ai déjà traité. C'est un non-sens et c'est profond. C'est profond. Ce genre de discussion et d'échange, je pourrais le prendre avec, je pense, je dirais, n'importe qui se retrouverait justement dans cette situation, à avoir ce genre de comportement et d'attitude. Je peux t'assurer hein, que ça risque d'être très compliqué à expliquer. À part si, en fin de compte, il l'admet, mais qu'il est confortable, en fait, dans cette position. Et ça, c'est une possibilité. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait pourquoi il le fait, et qui continue à le faire parce qu'il a juste décidé qu'il était à l'aise dans cette situation. Bien que ça soit débile, pour le coup, parce que là, on pourrait parler de débilité profonde, enfin, je pense, hein, parce que tu sais... tu ne mets rien en place pour le régler et tu continues dedans. Ça ne t'apporte rien, mais tu continues. Donc, si tu es conscient de tout ça et que tu le fais quand même, c'est chaud. Je sais pas comment qualifier cela et je vois pas quel type de pathologie ça pourrait être. Mais bon, peut-être que ça existe, ce genre d'individu. Mais enfin bref, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Et puis, bonne chance à nous. À la prochaine.